Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne les sixièmes. Donc les sixièmes, c'est votre vidéo celle-là. Aujourd'hui, nous allons corriger les exercices donnés précédemment et nous allons attaquer un nouveau chapitre. Et l'activité d'aujourd'hui, c'est comment faire un hand spinner en biscuit. Donc en cours, je vous aurais proposé de le faire en pâte à sel, mais maintenant qu'on est tous à la maison, on pourrait le faire en quelque chose de plus agréable, surtout à manger le biscuit. Là, nous allons commencer par corriger l'exercice sur le bon tamis. On dispose d'un mélange de sable et de gravier pour réaliser un fond d'aquarium et ne pas détériorer le système de filtration de l'eau. On souhaite utiliser un sable dont les grains est à peu près tout le même diamètre. On utilise des filtres ou tamis dont les trous ont des diamètres de et nous avons le tableau ci-dessous. Comment exploiter correctement ce tableau? Par exemple, prenons le cas du tamis 1. Tamis 1, le diamètre des trous est de 10 mm. Ça veut dire que ce tamis 1 est troué avec des trous qui est de 10 mm. Ce tamis 1 va arrêter toutes les particules de sable ou de gravier dont la taille est supérieure à 10 mm. Et tous les grains de sable ou de gravier plus petits que 10 mm, eh bien ces grains-là passeront dans les trous. Par exemple, si on prend le cas d'un morceau de gravier de la taille de 12 mm, eh bien ce morceau de gravier sera arrêté. Par contre, si on prend un autre morceau de gravier de 8 mm, lui, 8 mm c'est plus petit que 10 mm, eh bien ce grain-là passera à travers les trous du tamis. Si on va arrêter celui qui est de 8 mm, il faut que les trous du tamis soient plus petits que 8 mm. Et on pourra prendre dans ce cas-là le tamis numéro 2, ou le 3, ou le 4, ou le 5. Parce que 5 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,1 mm, c'est plus petit que 8 mm. Donc si on veut arrêter des particules d'une taille quelconque, par exemple, comme je disais tout à l'heure, 8 mm, eh bien, il faut que les trous soient plus petits que 8 mm. Maintenant, si on veut répondre aux trois questions, la première, quel tamis doit-on utiliser pour enlever tous les sables de diamètre supérieur ou égal à 5 mm? Donc, notre taille limite est de 5 mm. On doit arrêter tout ce qui est plus grand que 5 mm. Eh bien, dans ce cas-là, il faut que les trous soient plus petits que 5 mm. Pour cela, on doit prendre la taille juste en dessous de 5 mm. Si je regarde mes tamis, le tamis 2 est de diamètre de 5 mm, donc il va arrêter les morceaux de sable dont la taille est supérieure à 5 mm, mais il ne va pas arrêter ceux qui sont de 5 mm, ces grains-là passeront à travers les trous. Du coup, il faut que les trous soient plus petits que 5 mm. Donc on va utiliser le tamis numéro 3, dont les trous sont de diamètre 1 mm. Quel tamis doit-on utiliser pour supprimer tous les sables de diamètre inférieur ou égal à 0,5 mm? Eh bien, il faut que les trous soient plus petits que 0,5 mm et on va donc utiliser le tamis numéro 5. Et si on utilise le tamis numéro 5, eh bien, les morceaux de sable auront une dimension inférieure à 0,1 mm. Passons au deuxième exercice. Pas bonne la soupe. Sur un emballage de soupe, on peut lire tout le parfum du midi avec de beaux morceaux de légumes. Ingrédients: eau, pommes de terre, tomates, carottes, aromates, sel, poivre. Romain, qui n'aime pas trop la soupe, repense à son cours de chimie et voudrait séparer l'eau des autres ingrédients. Citez les opérations successives qu'il doit réaliser. Donc si on parle de citer les opérations successives, c'est qu'il y en a plusieurs. Romain doit réaliser une décantation
puis une filtration, mais le passage de la soupe au travers d'une passoire peut suffire. Il obtient alors un mélange homogène. Ici, en faisant une décantation, il va séparer toutes les particules solides des particules liquides. Et en faisant une filtration, il va récupérer que la partie liquide, le mélange homogène. Si il veut récupérer que l'eau, il va devoir retirer l'eau du mélange homogène et pour cela, il doit la distiller. Isoler un constituant, la poudre noire ou poudre à canon est un mélange de 3 solides, le carbone, le soufre et le nitrate de potassium. On sait que l'eau dissout le nitrate de potassium, mais ne dissout ni le soufre ni le carbone. Le sulfure de carbone lui dissout le soufre sans dissoudre le carbone ni le nitrate de potassium. Trouvez le constituant de la poudre noire qui peut être isolé et indiquer les opérations successives à effectuer pour cela. Donc ici, la poudre noire ou poudre à canon, c'est un mélange qui est explosif, donc il ne faut absolument pas le faire à la maison. Mais là, c'est un exercice théorique. On ajoute de l'eau à de la poudre noire. En filtrant ce mélange, on isole le carbone et le soufre de la solution de nitrate de potassium qui s'est formée. Ici, le nitrate de potassium sera mélangé à l'eau parce que le nitrate de potassium est soluble dans l'eau, pas le carbone ni le soufre. Si on ajoute du sulfure de carbone au résidu, c'est-à-dire à ce qu'on a obtenu comme solide, c'est-à-dire le soufre plus le carbone, eh bien, ce sulfure de carbone va séparer le soufre du carbone. Le soufre, il va être dissous dans le sulfure de carbone. Et en refiltrant de nouveau, on va isoler le carbone solide du liquide qui contient du soufre et du sulfure de carbone. Donc en faisant ces opérations-là, d'abord on met de l'eau et on filtre pour récupérer le nitrate de potassium dans l'eau. Puis en rajoutant du sulfure de carbone dans le mélange solide obtenu précédemment, soufre plus carbone, on retire le soufre. Donc à la fin de ces deux opérations, on a du carbone solide, on a du soufre dans du sulfure de carbone et on a du nitrate de potassium dans l'eau. Donc on a séparé les trois constituants de la poudre noire. Maintenant, nous allons attaquer un nouveau chapitre. Donc, sur le cahier, nouvelle page, chapitre 3, réaliser un mélange de composition précise. Si vous vous souvenez bien, le chapitre numéro 1 avait pour titre « Réaliser des mélanges ». Là, le but du chapitre 3 est de savoir utiliser des appareils de précision. Et le premier appareil de précision que nous allons utiliser est une balance. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous mettre en premier lieu une vidéo qui explique comment utiliser une balance. Nous allons noter des choses sur le cahier. Puis après, je vais vous mettre la vidéo de la recette des hand spinners en gâteau, en biscuit. Et pour finir la vidéo, il y aura quelques petits exercices pour la prochaine fois. Bonjour Laurent. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous montrer comment utiliser une balance. Donc pour utiliser une balance, nous appuyons sur On ou Off. Très bien. Nous voyons apparaître 0 gramme, donc nous fonctionnons en grammes. Donc tu es en train de nous dire bien faire attention que derrière le 0, il y ait un G de marqué ou kilo. Voilà. G, kilogramme. Dans différentes balances, il peut y avoir différentes unités. Très bien. Donc ne jamais mettre une denrée sur la balance, toujours utiliser un récipient. Dis Laurent, là je vois apparaître 306 grammes. 306 grammes, c'est le poids du récipient. Donc attention. Donc là, j'appuie sur Tar. Cela veut dire que la balance va être à 0, remise à 0. 0. Très bien, merci Laurent. Donc maintenant tu vas me peser 100 grammes de farine.
Donc on y va progressivement. 94. Ah, attention. 100 grammes, très bien. Alors, merci Laurent pour cette démonstration. Moi, en tant que chef, je voudrais vous dire que souvent ce poste de travail là est sale. Les pesées sont souvent faites très rapidement et vous ne nettoyez pas votre poste de travail. Attention. Quentin, comment utiliser correctement une balance? Et là, vous allez me coller cette partie du document qui y joint. Donc ici, cette partie-là est le schéma avec le test juste au-dessus. Vous avez là le protocole d'utilisation de la balance électronique, comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente. On positionne le récipient, ici un gobelet, sur la balance. On appuie sur le bouton Tab pour que la balance se réinitialise, c'est-à-dire affiche 0. On verse ici un liquide, ou alors ça peut être aussi un solide, dans le récipient, et on obtient la masse du contenu du récipient, ici la masse du liquide dans le gobelet. Donc maintenant, je vais vous mettre la recette des hand spinners en biscuit. Mais c'est quoi cette folie des hand spinners? Il y en a de partout, dans les écoles, dans les prairies, dans les maisons, c'est un truc de malade. Alors je vous cache pas que moi, comme grand nombre de parents, je mange déjà du spinner matin, midi et soir. Donc du coup j'étais pas trop chaude pour faire une recette de spinner. Mais vous le savez, je suis toujours à votre écoute et j'essaye au maximum de vous faire plaisir. Et vous avez été hyper méga giga nombreux à me réclamer une recette de hand spinner. Mais vraiment nombreux. Et donc, comme vous avez dû le remarquer, aujourd'hui est une journée pas comme les autres parce que habituellement le dimanche, je poste pas de recettes. Mais vu que vous avez vraiment été très nombreux à faire, je le prends comme un défi. Et donc aujourd'hui, on va faire ensemble des hand spinners comestibles. Les enfants, est-ce que vous êtes chauds? Oui! J'ai pas entendu? Oui! Bon allez, on va tester les hand spinners comestibles. En plus, avec une recette inédite, vous allez voir, avec une petite déco girly et garçon. Oui, parce qu'il faut satisfaire les deux, donc j'ai fait rose et bleu, bref, vous allez voir. Allez, suivez-moi, c'est parti! Et mes gourmandises, avant toute chose, là maintenant, cliquez pour laisser un gros pouce bleu. Et maintenant, on commence la recette. Avec une feuille de papier dans laquelle j'ai découpé la forme du hand spinner, une douille qui aura exactement la même taille que les ronds de notre spinner. Ensuite, il nous faut de la farine, du sucre, du beurre mou, un œuf, de l'arôme de vanille et des colorants alimentaires rose et bleu. Je commence par fouetter le beurre mou et le sucre pendant 5 minutes. Alors si vous n'avez pas de robot, pas de panique, vous pouvez très bien le faire à la main. Vous fouettez le beurre et le sucre avec un fouet et ensuite tout le reste avec vos petits doigts. J'ajoute l'arôme de vanille. Je mets en place la feuille du robot et j'ajoute l'œuf. Je termine en ajoutant la farine. Je divise la pâte en deux et je les colore. Je découpe délicatement la forme du spinner. Je découpe également les petits cercles. Et à l'aide d'un bâton à sucette, je fais un petit trou au centre. Et je dépose le tout sur une feuille de papier cuisson et ça part au four. Je découpe un morceau du bâton de sucette de sorte à ce qu'il sorte légèrement des deux côtés du spinner. Je trempe mon bâton dans le chocolat et je le plante dans un cercle sur deux. Et je place le tout au congélateur pour 10 minutes. Le chocolat a bien séché, je passe le bâton dans le spinner et je viens coller le deuxième cercle.
et ça retourne au congélateur pour 10 minutes. Et je termine en décorant le tout avec un petit peu de pâte à sucre. Bon mes amours, je crois qu'on peut dire que le défi un spinner comestible est réussi. Puis en plus vous êtes prêts, on montre comment ça tourne? Ouais. 1, 2, 3. C'est trop génial. Et puis en plus ça se... Mange. Bon bah on goûte. Oui. Bon, on va casser le hand spinner. Bon bah je crois qu'il tourne plus. Ah non, ça tourne moi quand même. Moi Il aussi. tourne les vôtres? Oui. Comme quoi c'est vraiment, ça marche mieux que les vrais en fait. Hop. Parce que le vrai si on le casse il tourne pas. Donc pour finir cette vidéo, quelques petits exercices. Il y en a 8. Ils sont très faciles et prennent, j'imagine, 10 minutes, un quart d'heure maximum. Donc la vidéo s'arrête ici. Je vous souhaite une bonne semaine et bon courage et à la prochaine fois.